Bienvenue dans le vrai monde. Un voyage dans les images, proposé par Pierre Gaffier. Quand j'ai rencontré mon futur mari, il m'a fait lire Camus, presque tout. Et c'est pour ça que je suis resté avec lui. Lui, mon mari futur, il est parti à Tipaza, en bateau, sur le pont, car il n'avait pas de quoi se payer l'avion. Il voulait aller à Tipaza, car c'est là que Camus a écrit Noces. Camus nous a sauvés, mon mari et moi, de beaucoup de nos déprimes ou de graves dérives. Dans nos pioles d'étudiants, on n'avait pas Che Guevara, on avait Camus. Bonsoir à toutes et à tous. Ce petit texte m'a été envoyé de manière non sollicitée, comme on dit, par quelqu'un qui sait que L'étranger, l'adaptation du livre de Camus par François Ozon, sort la semaine prochaine et que je m'apprêtais à faire une émission sur l'adaptation cinéma, mais aussi sur le livre. Et j'ai trouvé très intéressant de commencer par ce texte, donc non prévu, que j'ai reçu par SMS à 2h du matin. Et je vais me tourner vers mes deux invités. Dominique Salin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jésuite, mais vous enseignez la littérature et l'histoire de la mystique aux facultés Loyola à Paris. Et vous avez été rédacteur en chef adjoint de la revue Études. Et Mathilde Carvalho, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une habituée de cette émission. Vous êtes communicante, mais je voulais aussi vous recevoir parce que vous êtes en train d'écrire votre premier livre. Tout à fait. Et L'étranger est un premier livre. Alors, avant qu'on parle de ce film et le livre sont un peu comme 2001 Odyssée de l'espace, sont des sommes. C'est-à-dire qu'on commence par la génitrice du héros. Maman est morte. Et on termine par ce même héros qui annonce sa propre exécution à la fin et qui dit on me crachera dessus, on me dira des choses. Et donc c'est un film somme. Et comme on parle de la mère, je voulais savoir tous les deux, quel est votre rapport à votre mère? Dominique Salin. C'est très difficile d'être lucide sur un sujet comme celui-là. Ce n'a jamais été un rapport conflictuel, génitrix, ce n'est pas une génitrix. Mais elle était un petit peu plus autoritaire que mon père, certainement. Mon père s'absentait lorsque j'étais enfant 2 mois par an pour ses affaires. Il allait voyager dans le Nord, en Allemagne, etc. Et c'est maman qui tenait les 4 enfants. Et elle les tenait d'une main très ferme. Voilà. Mathilde. Mon rapport à ma mère... un rapport très affectueux, mais c'est vrai qu'elle avait aussi... elle est toujours, toujours là, mais elle avait cette sévérité, mais qui m'a encouragée dans les études, qui m'a encouragée à me plonger avec sérieux, notamment dans mes études de français. Et c'est elle qui me lisait les histoires avant de dormir, donc je pense que je lui dois une partie de cet amour pour la littérature. Dominique Salin, dans un livre que vous avez publié cette année qui s'appelle « L'expérience spirituelle chrétienne », vous dites « Camus était parti pour être un des millions d'oubliés de l'histoire, issu du sous-prolétariat pied-noir d'Alger, enfant posthume, mère femme de ménage analphabète qui ne parlait ni n'embrassait jamais, élevée à la dure par une grand-mère espagnole et analphabète elle aussi. Il faut découvrir la manière dont le gamin a su tirer parti des petites chances que lui a offertes la vie, et d'abord son instituteur. Les petites chances peuvent faire les grandes destinées, et beaucoup d'existences, y compris de magnifiques réussites humaines, se sont jouées sur ce qui ressemblait sur le moment à une décision minuscule, faire réussir la vie. À votre avis, à quel point L'étranger, le livre, ce rapport à la mère, qui lui vaut une condamnation à la guillotine, peut venir justement du rapport de Camus à sa propre mère? Et vous interrogez sur la nature profonde de ce roman. Je dois dire que, il y a une part d'autobiographie, évidemment, mais elle est loin d'être la seule et elle est loin d'être prépondérante. Je crois que ce qui fait le succès extraordinaire de ce roman, qui est le roman le plus lu dans le monde, avec, je crois, Le Petit Prince et le livre qui se lit le plus, c'est un roman quand même, pour moi, plus je l'ai étudié depuis que j'étais étudiant à la Sorbonne, puisque l'année où je préparais mon certificat de français, en 1965, vous n'étiez pas né,
Si. l'étranger était au programme. Donc j'ai beaucoup travaillé l'étranger, je le connais par cœur pratiquement, et je l'ai enseigné ensuite pendant 10 ans comme professeur de lycée. Et plus j'allais, plus je trouve que ce roman est énigmatique. Et je ne sais pas, je serais bien en peine de formuler de façon exhaustive ce qu'a voulu dire Camus dans ce roman, ou ce qu'il nous dit. La part d'autobiographie est réelle, mais enfin c'est dans d'autres écrits de Camus, notamment dans L'Envers et l'Endroit, qu'on trouve, ou dans le Premier Homme, qu'on trouve le matériau un petit peu élaboré de sa vie, mais pas tellement dans L'étranger. C'est pas une confession. Il y a un mois est sorti un film qui s'appelle Nouvelle Vague, qui raconte le tournage de À bout de souffle de Godard. Et là donc, François Ozon nous livre sa version de L'étranger. Et dans les deux cas, ces deux artistes, donc Richard Linklater et François Ozon, racontent l'œuvre séminale de leur artiste. À bout de souffle, c'est le premier Godard, et L'étranger, c'est le premier Camus. Vous, en tant que prof de français, est-ce que vous pensez que dans L'étranger, il y a cette compilation de tout ce qu'on veut dire dans son premier livre, c'est-à-dire une sorte c'est très vrai. De TNT. Je crois que c'est très juste. Il veut dire trop de choses, et je crois qu'il s'en est rendu compte. En fait, c'est pas son premier roman. Son premier roman est un roman qu'il a abandonné, qui s'appelait La mort heureuse, qui était aussi une histoire de meurtre, maquillé en suicide, bon, peu importe, et qui était aussi très largement autobiographique. Et il l'a abandonné parce que il trouvait qu'il dérivait trop vers l'autobiographie, il parlait trop de soi. Et L'étranger, d'une certaine façon, représente un effort que fait Camus pour prendre distance par rapport à lui-même, à cet amour de la vie, de l'Algérie, de son pays, de sa mère, de toute chose. C'est un roman qui se veut à message. Un message, c'est pas très bien porté, être un roman à message, mais je crois que c'est lui-même qui l'a dit dans la préface à l'édition américaine de L'étranger, qui est très intéressante. En une vingtaine de lignes, il décode pour nous ce qu'il a voulu dire. Il termine par cette formule qui touche beaucoup le croyant que je suis. Meursault, c'est le seul Christ que nous méritions. On n'a pas fini, je crois, de réfléchir sur la portée exacte de cette affirmation. On parlera d'ailleurs de religion dans l'émission, et dans les dernières lignes du livre, quand il raconte son décès à venir, il dit « Tout sera consommé », ce qui est une phrase biblique. Tout à fait. Du Christ, prononcé par le Christ, c'est une de ses dernières paroles en croix, d'après le témoignage des évangiles. Alors la semaine prochaine sort un film qui s'appelle La femme la plus riche du monde, sur Bettencourt. On va écouter la bande-annonce de L'homme le plus étranger du monde, le film de François Ozon. Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et j'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là. Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait? Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser. Il y a des choses dans votre geste qui nous échappent et nous avons besoin que vous nous aidiez à les comprendre. Tout d'abord, regrettez-vous votre acte? Pourquoi étiez-vous armé d'un revolver? Et pourquoi revenir vers cet endroit précisément? Moi aussi, je me demande parfois si je t'aime. T'es bizarre, pas comme les autres. Monsieur le Président, Meursault est innocent. C'était un accident? Avez-vous vu Monsieur Meursault pleurer? Ne l'avez-vous vu qui ne pleurait pas? Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux.
Madame Bovary avait un prénom, Emma. Roquentin, le héros, entre guillemets, de La nausée de Sartre, en avait un aussi. Antoine, les frères Karamazov. Ils s'appelaient Dmitri, Ivan et Alexis. Mais le héros de L'étranger, il n'a pas de prénom. Il s'appelle Meursault. Et Lacan dirait peut-être que c'est un meurtre sot. Qui va l'amener là où il va. Mais je pense quand même que le fait de gommer le prénom d'un personnage s'en dit plus long qu'on pense. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathilde ? Oui, je suis d'accord. Alors, c'est pas le seul qui n'a pas de nom dans l'histoire, d'ailleurs. Mais c'est pour deux raisons différentes. Ça m'a marqué qu'il n'ait pas de prénom. Et ça va assez bien avec sa posture christique, finalement, si on revient à ça. Parce que... Meursault, même dans les images du film, il est projeté d'une scène à l'autre et d'un jour à l'autre dans son quotidien sans rien en tirer que quelques sensations, mais il n'a presque pas de vie émotionnelle, en tout cas on n'a pas l'impression, et donc il n'a pas cette consistance humaine. On ne sait pas s'il a une personnalité ou si c'est juste un capteur ambulant qui n'en pense rien, en fait, de ce qu'il traverse. Et donc, il n'a pas de prénom, il est un peu amputé de cette identité. Et en parallèle, ceux qui n'ont pas de prénom, ce sont les Arabes, les indigènes, comme ils sont nommés. Et eux, c'est parce qu'ils sont effacés, et c'est une façon de montrer, je pense, l'impact du colonialisme. Et donc, c'est marrant parce que... on se demande qui est l'étranger finalement parmi toutes ces personnes qui n'ont pas de prénom. Moi, je pense que l'étranger, c'est Meursault à différents égards, mais voilà, cette absence de prénom m'a ramené à cette question sur le titre. Et on en fait un étranger. C'est un étranger pour nous, les humains, puisqu'il nous paraît pas humain. On ne sait pas s'il n'a pas compris la même chose que nous ou si il a compris quelque chose que nous ne comprenons pas. Donc soit il est christique, soit il est trop proche d'un certain enfer, d'une incapacité à comprendre la vie. Et puis c'est l'étranger à lui-même, hein. Le livre est sorti bien avant l'essor de la psychanalyse, mais je crois qu'aujourd'hui on aurait une approche psychanalytique de ce personnage en disant il ne se comprend pas, il est toujours en réaction, on lui dit de faire quelque chose, il dit d'accord, on lui dit épouse-moi, il dit d'accord mais ça sert à rien. Il y a un côté boule de flipper, comme presque un personnage de film. On a l'impression qu'il décide sans décider. Oui, il est dépersonnalisé. Je crois que le fait de ne pas avoir de prénom, ça veut dire qu'il peut être n'importe qui. Il peut être moi. Je me reconnais dans Meursault. Parce que il m'arrive parfois de me dire, est-ce que je n'en fais pas trop? Est-ce que je ne surjoue pas trop ma vie? Meursault, c'est quelqu'un qui a refusé, comme le dira son avocat, de surjouer sa vie, de surjouer les sentiments de douleur, d'attachement à sa mère. Bon, il essaie, il a quelque chose de très artificiel, ce personnage, hein, c'est vrai. C'est pourquoi, et le style d'ailleurs de l'étranger, l'écriture de Camus est très artificielle. C'est pas son écriture naturelle. Il l'a dit, il s'est inspiré de la technique des romanciers américains, Hemingway, etc., qui avaient été influencés par le cinéma. Mais donc, c'est un personnage artificiel dans lequel nous pouvons tous nous projeter, je crois. C'était l'intention de Camus, parce que tous, à un moment ou à un autre, il nous est arrivé de nous sentir étrangers à notre vie. Tout d'un coup, on a le sentiment d'un décalage, comme s'il y avait une vitre entre nous et puis le monde qui nous entoure. Mais j'en suis pas. Qu'est-ce que je fais là? Quel est mon rôle? Et au fond, c'est ça, l'homme. L'homme, il débarque dans une tragédie qui est en cours depuis des millénaires. Il n'a pas de texte, il ne sait pas quel est son rôle. Il faut qu'il découvre son personnage et son texte lui-même, qu'il invente ses répliques. Le metteur en scène est absent. On dit qu'il est planqué là, derrière les cintres, là-haut. Mais on ne l'a jamais vu. Il ne nous donne aucune indication. Et d'être le sentiment d'être étranger à sa propre vie. Je crois que tout le monde fait cette expérience. Ça nous est arrivé, je ne sais pas, ça nous est arrivé dans la rue, par exemple, d'arriver en traversant une rue devant une vitrine qui présente un miroir. Et tout d'un coup, vous êtes face à vous. Et pendant l'espace d'un quart de seconde, vous ne vous reconnaissez pas.
Et je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là que Camus a essayé de rendre sensible à travers ce personnage de l'étranger. D'ailleurs, l'étranger, comment le traduire? J'en discutais ce matin avec mes amis en allemand. J'ai demandé quel est le titre allemand. Alors, quelqu'un a dit « Der Ausländer ». Non, Ausländer, c'est l'étranger, le nom allemand. « Der Fremde ». Fremde, c'est l'étranger, c'est l'étrange aussi. Il est pas comme tout le monde, afin de pouvoir être comme tout le monde. Tout le monde peut se projeter en lui, je crois. La bande-annonce était une bande-annonce visuelle, peut-être peu propice à la radio. Alors Mathilde, est-ce que vous pourriez nous dire tout simplement de quoi parle l'étranger? Oui, alors l'étranger, c'est l'histoire de Meursault, qui est un employé ordinaire. Il doit avoir une trentaine d'années. Il vit à Alger, où il est probablement né d'ailleurs. C'est la fin des années 30, et quand sa mère décède, il ne manifeste aucune émotion. Le lendemain des funérailles, il débute une relation avec Marie, qui est une ancienne collègue de bureau, et puis il reprend sa vie comme si de rien n'était. Et un jour, son voisin, Raymond Sintès, lui demande de l'aide pour punir une de ses maîtresses et se protéger du frère de celle-ci qui rôde avec sa bande pour se venger. Et c'est comme ça que Meursault se retrouve mêlé aux combines de Sintès, qui le mène au drame sur une plage et sous un soleil de plomb. Mathilde, on a vu le film ensemble, Dominique, Mathilde et moi. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Alors moi, j'avais pas lu L'étranger avant. Je l'ai lu avant de voir le film, mais je l'ai pas lu dans ma jeunesse. Mais je ne l'ai pas lu pendant mon parcours scolaire, c'est ce que je veux dire. J'ai été perplexe pendant un moment. J'ai eu du mal aussi à saisir le message, autant du livre que du film. Et le film, je trouve, est assez fidèle. Ce qui m'a étonnée, je trouve qu'il a été assez peu remanié. Il n'a pas de parti pris très fort. Il y a certaines scènes du livre qui sont des réflexions de Meursault qui ont été transformées en dialogue pour que ce soit plus vivant. J'ai eu l'impression d'un début de discours anticolonialiste au tout début, puisque le film commence par une scène qui ressemble presque à une réclame touristique de l'époque. Je me suis dit, ah tiens, ça commence par un peu d'ironie. Ça, c'est pas dans le livre. Ce n'est pas dans le livre. Mais voilà, c'est un portrait d'Alger avec les voix nasillardes de présentateurs de l'époque qui parlent de l'architecture. Voilà, ce serait une région française incroyable où il faudrait avoir envie de partir en villégiature. Donc j'ai trouvé ça marrant et je me suis dit d'accord, peut-être qu'il va y avoir un angle anticolonialiste plus fort, qui est parce que voilà, quand on fait un film, on fait un choix artistique et on fait le choix de dire certaines choses. Et en fait, ce discours-là s'est essoufflé et on est rentré dans l'histoire telle qu'elle est dans le livre. Il y a quand même quelques tentatives de réparation entre guillemets en ce qui concerne la place des autochtones. Dans le livre, c'est très on sait que Camus était anticolonialiste, mais dans le livre, c'est pas non plus accentué. C'est-à-dire qu'on sent vraiment l'absence d'égard pour les Arabes. Vraiment, ils n'ont pas de prénom. On ne s'arrête pas du tout sur le meurtre. Vraiment, ça n'a aucune importance. Tout ce qui a d'importance, c'est l'âme de Meursault. Donc on sent vraiment cet effacement. Dans le film, il y a quelques scènes qui montrent la ségrégation. Au cinéma, quand ils vont au cinéma, il y a les panneaux interdits aux indigènes. Voilà, ça se voit, mais ça redevient aussi discret que dans le livre. On ne parle pas de ça finalement. On est vraiment plongé dans le monde intérieur de Meursault, qui est noir et blanc. D'ailleurs, même dans le livre, il y a cette monotonie. Et donc, j'ai pas spécialement... Je sais pas, en fait, je me demande pourquoi Ozon a voulu l'adapter. Pourquoi maintenant, dans le contexte actuel, qu'est-ce que ça peut nous apporter d'avoir la vision de Camus, en fait, d'être au contact de cet absurde, parce que c'est un absurde qui est profond, qui est métaphysique. C'est se confronter à l'absence de sens, et c'est ce qui est absurde, c'est que c'est la base de notre condition, l'absence de sens, d'existence, l'absence de sens de notre existence, et à la fois la vie continue de nous mettre face à cette absence de sens, devant un miroir, dans des moments où on va pas bien, et
on se dit qu'est-ce qu'on fait là? Il y a cet énorme décalage. Et je me suis dit, pourquoi Camus a commencé à écrire ce livre pendant la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi il l'a publié pendant qu'il a rejoint la Résistance? Et pourquoi Ozon veut l'adapter maintenant? Et je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Parce que je ne suis pas sûre que même si on est dans des temps troubles, ça résonne vraiment. Parce que l'œuvre de Camus remet en question quelque chose d'extrêmement profond, qui est même une peur et une quête irrationnelle, métaphysique pour tout le monde. Et je ne sais pas si on est à ce point dans cette recherche ou dans cette souffrance actuellement. Dominique Salin, une réaction? J'abats tout de suite mon jeu. Je dis, on ne pouvait pas faire le film autrement que Ozon ne l'a fait. C'est admirable de fidélité. D'abord, c'est un film en noir et blanc. Il y a tout de suite un parti pris de stylisation. Et puis, il n'a pas cherché à la différence. Là, je parle parce que vous m'avez fait visionner le film de Visconti, que je n'avais pas vu. Et j'ai compris pourquoi le film de Visconti a été un échec. Visconti est un immense cinéaste, mais il s'est complètement planté. Il a voulu recréer une vérité psychologique de Meursault. Il a voulu rendre l'histoire psychologiquement vraisemblable. Alors en plus, il a comme acteur Michelangelo Mastroianni, que tout le monde adore, qui est un grand séducteur. Dès qu'on le voit, on est amoureux de lui, qu'on soit un homme, une femme, il est charmant. Bon, et il ne peut pas s'empêcher, l'acteur, de jouer la vraisemblance du rôle. Bon, là, je crois qu'il s'est planté complètement. Visconti. Alors que Ozon, et je crois je ne connais pas du tout les autres films d'Ozon, sauf le film Grâce à Dieu, que j'ai vu il y a quelques années, mais qui est un film spécial. Mais j'ai cru comprendre que c'est un cinéaste qui a un parti pris, disons, d'esthétisme, c'est-à-dire d'attachement aux formes, de goût pour les formes, la beauté des formes. Et là, je crois qu'il rend admirablement bien le jeu de la lumière, qui est très important, la lumière, dans le roman. Hein. Le meurtre sera provoqué par un éblouissement, la lame du couteau. Bon, la lumière d'Alger. J'ai eu le bonheur de faire des séjours à Alger, à Oran. À Tipaza, je suis allé à Tipaza, j'ai vu le Manche-Noix. C'est merveilleux comme pays, l'odeur des absinthes. Bon, il a pris le parti de décrire la surface des choses. C'est pourquoi c'était un film qui était très difficile à faire, parce que l'écriture du film est déjà cinématographique. Camus a écrit son film avec une caméra. Il a présenté son personnage principal de l'extérieur. Il s'est inspiré, il l'a dit explicitement, des romanciers américains des années 30, en particulier de Hemingway, et qui étaient eux-mêmes influencés par le cinéma. Donc, à aucun moment, aucune voix off ne vous fait pénétrer dans la tête du personnage, et en même temps, c'est un quasi-monologue. Donc on est tout le temps dans la tête du personnage, mais c'est une tête dans laquelle il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas ce qu'on attend. On attend des sentiments, du saignant, du pathétique, du sensuel. Donc, rien. Bon, c'est artificiel. Le résultat, alors ça, c'est pas du tout un jugement sur Ozon, mais sur le roman tel qu'il est, j'avoue que c'est un roman qui me fascine, mais dont je ne me nourris pas, comme je me nourris de Dostoïevski ou de choses comme un roman comme... bon, mais enfin, mais je trouve que Ozon a pris le parti d'impersonnalité, de distance. C'est un œil, c'est un regard, et c'est formidable. C'est formidable. Quelques jours après avoir vu le film, c'est ce qui m'a frappé, vous l'avez mentionné, c'est l'absence de voix off. Et il y a beaucoup de films sur des meurtriers du dimanche, je pense à Taxi Driver ou Mortel Randonnée, qu'on n'imagine pas. Les meurtriers se racontent ce qu'ils vivent. Et là, l'absence de voix off, c'est un pari, à mon avis, réussi d'Ozon.
C'est-à-dire qu'il y a pas, la voix off intervient à 2 moments dans le film, mais on n'est pas dans une relation même pas de sympathie, mais en tout cas on n'est pas proche de ce personnage, on l'observe. Ouais. On l'observe. Par contre, il a pris une liberté par rapport au livre, mais cette liberté, tous les réalisateurs la prennent, c'est que c'est un montage en flashback. Un montage en flashback. C'est-à-dire qu'il y a la prison... Ah ben oui, mais le récit lui-même. Oui, moins. Le livre, moins. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus linéaire. Il va en prison, il reçoit la visite de l'aumônier, et puis il va mourir. Oui, mais il raconte au passé. Lorsqu'il raconte la visite de l'aumônier, c'est au passé. Et l'aumônier est sorti. Bon, enfin bref, on ne va pas entrer dans des techniques, des détails, des pinailляges, de chronologie. Mais oui, je suis d'accord avec vous, oui, c'est un monologue, oui. Sur France Inter, il y a quelques jours, Kamel Daoud, qui était interviewé avec François Ozon, disait que le personnage de Meursault aujourd'hui, c'est les gens qui sont sur les réseaux sociaux. C'est les gens qui sont neutres, qui sont étrangers, je schématise son propos, qui observent la vie sans avoir de parti pris radical. Vous aviez entendu ces propos, Mathilde? Non, pas du tout. Je suis pas d'accord, mais... Non, j'avais pas entendu ça. Bien sûr que ça existe. Il y a aussi des moments de la vie où, effectivement, on n'en pense rien. Maintenant, même chez Meursault, il ne se passe pas rien. Par contre, il ne se passe pas ce qu'on attend. Et d'ailleurs, ça me fait revenir à cette histoire de la voix off. Moi, je trouve que le moment où la voix off apparaît est très important. Justement parce que tout le long du film, on se dit, bon, on va entendre que ce silence. Elle arrive quand on s'y attend pas. Elle arrive, si je peux le dire, elle arrive après le crime sur la plage. Et c'est étrange parce qu'en même temps que la mort survient, c'est l'éveil de Meursault. En tout cas, pour le spectateur, là, on entend sa voix dans sa tête, où il se raconte. Alors c'est vrai que c'est pas en détail, c'est pas dans les profondeurs qu'on attend, mais là, il s'ouvre et il se rend compte. Et c'est presque comme si là, ce coup de revolver, enfin ces 4 coups, c'était un miroir tendu devant lui. Là, il a pris conscience de son existence. Et ensuite, dans son parcours de prisonnier, il commence à mesurer les plaisirs, les joies qu'il avait, même s'il ne s'en rendait pas compte, comparé à sa condition de prisonnier. Et c'est là que je trouve que c'est ambigu et que c'est difficile de saisir si Camus nous laisse choisir comment on veut voir la vie ou pas. Parce que Meursault, qui semblait indifférent, à partir du moment où il commet le crime, où il s'éveille, et même s'il continue de ressentir beaucoup d'ennui et d'apathie, il vient un moment où il est torturé. Et même la présence de l'aumônier l'agace, puisque il refuse Dieu, mais en même temps, il est coincé, puisqu'il se rend compte qu'il tient à la vie, et que ça le coince de devoir y renoncer. Alors il fait des stratagèmes dans sa tête. Si je me dis que je vais mourir, je vais pouvoir être apaisé. Dès que j'ai de l'espoir, par contre, il faut que je repense à ma sentence, parce que sinon, ça me fait du mal. Et donc, même lui, il navigue entre une sorte de nihilisme et à la fois une espèce de joie en se rappelant que ce qu'il avait été bien. Et donc, il y a cette période d'incertitude, même chez Meursault, qu'on pense vide ou maléfique, puisqu'on ne fait qu'étudier son âme au procès, d'ailleurs. C'est le seul sujet. Et on l'accuse même, dans le livre, on l'accuse même de ne pas en avoir. On l'accuse de ne pas avoir d'âme, ou d'avoir une âme vraiment perfide, une âme de criminel. Pour revenir à Monsieur Daoud, non, je pense pas que toutes les personnes sur les réseaux sociaux soient au niveau de Meursault. Et même lui, il a une profondeur à soupçonner, qui m'a poursuivi dans l'escalier après la projection. Dominique Salin, en tant que jésuite, vous avez écouté la parole de beaucoup de gens en souffrance. Oui. Vous voulez réagir? Très bien. Je rebondirai sur ce que vous venez de dire, qui me paraît très juste, c'est que à partir du moment où il est en prison, il sort de ses gonds, il se décoince, il se défoule, il hurle. Il est en colère contre l'aumônier. On est content, enfin. Il exprime un sentiment, des convictions, bon, qui sont ce qu'elles sont, mais oui, c'est très important. C'est comme si pendant toute la première moitié du film, il s'était contenu, quoi. Et puis, enfin, l'approche de l'issue le décoince. Il se décoince. Oui, c'est très important, je crois.
Alors, en 1946, Albert Camus a accepté de prendre la parole au couvent de la Tour Maubourg à Paris. Et je vais le citer, et je pense que vous rebondirez là-dessus, même si cette émission est absolument non préparée entre nous. Alors Camus dit « Les chrétiens n'ont que faire du compromis. Le chrétien doit crier. Nous n'avons pas besoin de son sourire. Il y en a beaucoup autour de Saint-Sulpice. Nous avons besoin de son cri. Je ne le dirai jamais assez fort. » Vous, Dominique Salin, donc, en tant que jésuite, vous avez été confronté à, comme l'aumônier avec Meursault, à une parole qui des fois ne sort pas, à une parole qu'il faut décoder, et à trouver le juste milieu dans vos mots, à ce qui est un réconfort réel, d'un réconfort de circonstance, empêcher quelqu'un de se suicider ou autre. Comment vous avez vécu cette séquence du film et du livre? Bon, je le connais bien, je l'ai souvent médité. Bon, mon point de vue personnel n'est pas très important. Ce que je voudrais souligner dans cette conférence à la Tour Maubourg, qui est très importante, d'Albert Camus, c'est le courage qu'a eu Albert Camus de s'exprimer sur ce registre-là et de dire que le Christ, c'était le seul personnage, c'était le personnage le plus intéressant de l'histoire. N'oublions pas qu'à cette époque-là, on lui crache dessus. Sartre et Janson lui ont craché dessus. Bon, il est vu comme un traître qui pactise avec la bourgeoisie, etc. Eh bien, il n'a pas peur d'affirmer. Il a dit je suis. Alors, il dit pas je suis athée. Il dit je n'ai pas la foi. Oui, je n'ai pas la foi. Mais le Christ est un personnage très important. Et ça, c'est ce point de vue qu'il fait valoir. Et il dit aux chrétiens, en effet, comme vous dites, j'avais oublié cette séquence, mais elle est très importante. Il dit, on a besoin de vous entendre crier, vous les chrétiens. Et trop souvent, les chrétiens, en particulier les catholiques, les protestants ont été plus libres à cet égard. Les catholiques n'ont pas crié assez fort. Ouais, je crois. À la même époque, en 42, moi je pense à Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur protestant, qui s'est engagé, qui s'est mouillé, qui a risqué sa vie et qui l'a perdu dans son engagement. Ouais, ça c'est fort, c'est très fort, c'est très fort. Changement de cap. Mathilde Carvalho, j'ai eu envie que vous veniez aujourd'hui parce que, peu ou prou, vous avez l'âge de Marie, oui. dont Meursault tombe amoureux, mais elle tombe surtout très amoureuse de lui. Et j'aimerais avoir votre regard de femme sur ce personnage-là. Alors, par exemple, dans le livre, il dit elle, Marie, m'a demandé si je l'aimais. Je lui ai répondu que ça ne voulait rien dire, mais qu'il me semblait que non. Elle a eu l'air triste. Et puis, à un autre moment, il dit, quand il aperçoit des discussions sympas avec Raymond sur la plage, il dit « Ah, voilà, tout d'un coup, j'ai eu envie de me marier avec elle. » Comment vous, en tant que jeune femme, vous réagissez face à un homme comme ça, que ce soit dans la vie ou que ce soit dans la fiction? Question piège. Oui, alors je pense que je suis sortie avec un Meursault. C'est pas un super bon souvenir. Moi, j'ai tendance à fuir maintenant ce genre de personnalité parce que j'ai pas envie d'être au contact de ce vide métaphysique. On le ressent. Je pense que Marie se sent seule dans cette relation et à la fois elle décide quand même de l'habiter, cette relation, de l'investir. Je sais pas. Je me suis posé la question de l'intérêt de leur relation dans l'histoire, si ce n'est peut-être que c'est pour montrer différentes facettes de la vie de Meursault, pour montrer que ni au travail, ni en amour, aucun de ces 5 sens ne le satisfait. Après, à titre personnel, je ne sais pas trop quoi en penser. Vous n'êtes pas amoureuse de Meursault? Ah non, je ne suis pas amoureuse. Voilà. Oui, Benjamin Voisin est très beau. On ne peut pas être amoureux d'un mec comme ça. Il ne faut pas. Mais je comprends qu'on puisse l'être, mais je pense que là, ça relève après de la psychanalyse et de ce qu'on vient chercher chez l'autre. Pourquoi on vient chercher quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Et voilà.
Moi, en tant qu'homme, compagnon, etc., moi, ce qui m'a touché, c'est un grand classique de fiction, mais c'est qu'à la fin, il regrette. Il regrette. Ah oui. Il regrette de ne pas s'être investi dans cette histoire d'amour qui l'aurait peut-être fait éviter les 4 coups du destin. À la fin, dans le livre, il dit « Il y avait des mois que je regardais ces murailles. Peut-être il y a bien longtemps, il y avait cherché un visage. Mais ce visage avait la couleur du soleil et de la flamme du désir. C'était celui de Marie. » On va écouter une liberté que prend François Ozon avec le livre. C'est une demi-vérité et une demi-liberté. Ce que je vous propose, monsieur, c'est de vous réciter un article du Code civil. Le plus court et le plus net. Je dirais presque le plus tranchant. C'est celui-ci. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Oh, c'est pas gai, ça. Non, c'est pas gai, non. Mais ça peut le devenir. Je prétends, messieurs, devant votre accueil amical, vous donner une démonstration complète de mes modestes mérites. Je vais, avec cette simple phrase, vous inspirer les sentiments les plus divers. Tout sera dans l'expression. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme expression? Ne me louez pas l'avance, monsieur. Attendez. C'est prêt? Oui, oui, absolument. Eh bien alors, je commence. Voilà. La crainte. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Hein? Bravo, ça c'est inouï alors. Alors, dans le film, qui sort la semaine prochaine, Marie et Meursault, M et M, vont voir un film avec Fernandel. Mais dans le film de Ozon, il y a cette séquence qui, évidemment, préfigure de l'exécution capitale. Quand vous avez vu le film, tous les deux, et vous, Dominique Salant, peut-être en particulier, ce rapport à la justice, ce rapport à l'injustice, au tribunal humain, comment vous le ressentez, vous qui avez lu le livre maintes et maintes fois? Ce qui me frappe dans la structure du livre, c'est qu'on commence par Meursault qui est dans un grand bain de foule à la maison de retraite, à l'asile, où il est confronté à tous ces gens autour de la bière de sa mère. Ensuite, il vit sa vie au soleil, et à la fin, il est en prison et il retrouve le tribunal des hommes, une sorte de tribunal des gens qui le regardent au début, et à la fin, de tribunal de gens qui le jugent. Comment vous percevez cette dernière partie sur le mal? C'est un des coups de génie de Camus dans ce roman, que d'avoir montré en Meursault quelqu'un qui est jugé en permanence dans la salle de l'asile où il veille sa mère en compagnie des autres pensionnaires. Il a l'impression qu'il s'agit d'une brochette de jurés ou de juges qui le jugent. Il se sent jugé par eux. Et à la fin, c'est la justice pour de vrai. Mais la justice pour de vrai, elle est présentée de façon forcément caricaturale et foncièrement injuste. Oui, bien sûr. La justice des hommes, Camus, à ce moment-là, je crois qu'il n'y croit pas beaucoup. Elle est injuste, oui. Mais c'est pas le sujet. Il ne cherche pas à dénoncer comme le fera Pascal, Blaise Pascal par exemple. Il ne cherche pas à dénoncer l'injustice de la justice, pas plus qu'il ne cherche à dénoncer le colonialisme. C'est pas le but principal qu'il poursuit. Il montre. Il ne veut pas démontrer, il montre. Il montre quelqu'un. Et à nous... Quand Camus dit, dans une autre conférence, on ne pense pas mal parce qu'on est un meurtrier, on est un meurtrier parce qu'on pense mal. C'est toute la frontière très fine entre ceux qui passent à l'acte et ceux qui pensent qu'ils vont passer à l'acte. C'est une formule, on peut dire aussi, on est un meurtrier quand on ne pense pas. On pourrait dire ça aussi. Oui, c'est une formule, oui. Mais non, de toute façon, tout lecteur de L'étranger, je crois, à la fin du roman, absout Meursault du crime. Pour nous, il ne se réduit pas au crime. Voilà. Le crime est quelque chose qu'il subit en quelque sorte. Bon, ça ne fait pas partie de ce qu'il est. Rien d'essentiel. Le fait, ce sont les dernières lignes du livre, qu'il espère que lors de sa décapitation, des gens vont le huer,
Voilà, qu'il y aura beaucoup de monde et qu'on va et qu'il sera accueilli avec des cris de haine. Avec beaucoup de C'est le mot haine qui termine. C'est très fort. Hostile. Il n'y a pas un côté monté au calvaire et côté je vous crache dessus comme sur Jésus? Oui, oui. D'ailleurs, c'est un des deux plans que Ozon, je crois, s'est permis d'ajouter, outre les plans du début des actualités publicitaires pour le touristique sur l'Algérie. C'est à la fin du film. C'est une vision qu'a manifestement Meursault. Il se voit marchant au supplice dans une plaine vallonnée. En face de lui, il y a une colline, et au sommet de cette colline, quelque chose qui pourrait être quelque chose, qui est l'échafaud. Bon, là, il y a une évidente allusion au calvaire et à la montée au calvaire, qui est renforcée par le fait qu'à un moment, alors qu'il gravit la colline, lui apparaît sa mère. Sa mère, non pas comme une vieille dame, mais une femme dans la force de l'âge encore, lui apparaît sa mère. Bon, on sait qu'au calvaire, il y avait tout le monde avait foutu le camp autour de Jésus. Il n'y avait plus que Jean et sa mère. Là, alors il y a un deuxième insert que s'est permis Ozon et qui est intéressant, je trouve. C'est l'insistance avec laquelle la caméra s'attarde sur quelqu'un qui a assisté au dossier, au procès, et qui est la sœur de la victime, la fille de Raymond, qui était la cause indirecte du meurtre de son frère. Elle est venue assister au dossier, au procès, et alors que tout le monde quitte la salle, elle reste là à son banc, comme ça. Et Ozon la filme. On peut pas savoir ce qu'elle pense, mais elle est là. Et puis, un peu plus tard, le film s'achève. Oui, je crois que ce sont les dernières images du film, ou presque. Le film s'achève, oui, comme vous disiez, le film commence dans la foule d'Alger, le tohu-bohu, les autobus, la chaleur, le truc, bon, l'humanité algérienne. Et ça s'achève à la fin dans une espèce de désert au bord de la mer, qui donne une dimension d'infini à l'écran. Et on aperçoit sur ces collines pelées quelque chose, la caméra s'approche, on se rend compte que c'est une tombe fraîche, encadrée de quelques pierres, et où des fleurs fraîches ont été apportées. Et on aperçoit une silhouette qui vient s'arrêter devant cette tombe et qui reste. C'est la même femme, c'est la sœur de l'homme assassiné qui est venue là. Bon, ce n'est pas autant que je me souvienne, dans le roman, Meursault n'a pas de fantasme de cet ordre-là, il ne peut pas l'avoir d'ailleurs, mais Ozon a tenu à insérer ces deux plans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas comment les interpréter. Alors, pour moi, c'est la tentative de réparation dont je parlais tout à l'heure. Vous savez, je disais que les indigènes, le peuple algérien était effacé à dessein, et qu'on ne connaissait pas le nom des personnages, la bande de garçons qui veut s'en prendre un Raymond, ni le frère. Et en réalité, donc dans le livre, ils n'ont pas de nom. Dans le film, Ozon a placé le nom de la maîtresse de Raymond sur la lettre. On voit Meursault écrire la lettre, et donc on découvre le prénom, c'est très discret. Donc il y a quand même une volonté de les faire apparaître, même si leur présence est mineure par rapport aux Européens. Et puis, le fait de commencer sur Alger en ébullition avec cette publicité pour cette sorte de progrès, finalement, et puis ensuite finir le film, que la dernière image, celle qui nous suit quand on sort, ce soit celle de cette femme qui a perdu son frère, et qu'on puisse lire le nom de son frère sur la tombe, ça fait partie des tentatives de réparation, comme je l'appelle, et donc de ce message anticolonialiste que je pouvais percevoir au début du film et qui s'est estompé pour qu'on puisse comprendre le personnage de Meursault, mais qui reparaissait par touches comme ça. Et je pense que c'était une volonté quand même de dire cet aspect-là, il est quand même important, il est dénoncé dans le livre, même si Meursault prend la place avec son vide et son silence malgré tout. Et au moment du procès, cette femme qui reste seule, c'est parce qu'elle n'a pas eu de procès finalement. Son frère, on n'en parle pas. On parle de l'âme de Meursault. Et c'est pas un procès pour meurtre, c'est un procès pour
défaut d'âme ou défaut d'humanité. Et donc elle attend une justice qui ne viendra pas du tout. Et je pense que c'était une façon de l'aborder, même si peut-être que le thème du film, c'est sur cette absurdité. Et que Camus nous met tout le temps face à cette impasse et ce paradoxe de ce besoin intrinsèque de clarté et de sens de l'humain qu'il ne trouvera jamais, ni dans la justice humaine, ni dans la justice divine, parce que Meursault n'y croit pas. Donc il n'a aucune justice possible pour lui. Celle des humains, la condamnée, elle est défaillante, et celle de Dieu, il n'y croit pas. Donc on reste face à une impasse, y compris quand le film se termine. C'est très juste ce que vous dites, je crois, et ça illustre, non pas la position de Meursault, mais celle de Camus lui-même. À la fin de sa vie, n'oublions pas quel est son dernier roman, La Chute, c'est l'histoire d'une justice qui ne vient pas. Vous avez dit le mot, une justice qui ne viendra pas. Et ça, sa vie s'est achevée là-dessus. Et en particulier, alors ça, je déborde un peu le cadre, mais du film, Camus, pendant la dernière partie de sa vie, a beaucoup souffert de voir sa position réduite à celle d'un mec qui souhaitait que l'Algérie soit française. Non, il a vraiment... enfin bon, je ne peux pas détailler là, c'est pas le sujet de l'émission, mais il a vraiment compris quel était le problème, je crois, des Algériens, et même s'il n'a pas pris parti de façon aussi nette qu'on l'aurait voulu pour l'indépendance de l'Algérie, il voulait une vraie reconnaissance, je crois, de la réalité du peuple algérien. Alors, dans le film et le livre, il y a la mer, M-E-R-E, mais il y a la mer aussi, M-E-R. Et je trouve ça très symbolique que le grand livre sur l'absurde, La nausée de Sartre, se passe au Havre, ville d'eau, et que là, l'autre grand livre sur l'absurdité d'une vie et d'un destin se passe à Alger. On peut même élargir, Sueur froide d'Hitchcock, où un personnage est troublé, ne sait plus à quel sein se vouer, se passe à San Francisco. Il est au bord de la mer, il est troublé. Et même dans le cinéma d'Ozon, l'eau est très importante. Swimming Pool, son film qu'il a fait autour d'une piscine, ou Sous le sable. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Charlotte Rampling et Bruno Kremer qui vont en vacances et au bord de la mer. Et au bout de quelques minutes, l'homme disparaît. Mais je voudrais qu'on parle de l'autre acteur du film, c'est le soleil. Ah oui. À un moment, quand il tue, il dit, quand il se remémore son crime, il dit « c'était le même soleil que le jour où j'ai enterré maman ». Ah oui. D'ailleurs, son nom, dans l'étranger, il s'appelle Meursault. Mais dans le roman préparatoire, si je puis dire, La mort heureuse, il s'appelle Meursault. Et Meursault, Mère Soleil. Les deux personnages principaux de cette tragédie grecque, parce que c'est très grec tout ça. C'est la partie grecque de Camus qui s'est beaucoup plus exprimée d'ailleurs que sa partie chrétienne, comme il disait lui-même. La mer et le soleil, ce sont les deux témoins et les deux témoins privilégiés de cette tragédie qui est la vie de l'homme, quoi. La mer et le soleil, oui, c'est très juste ce que vous dites. À la fac de philo, on nous racontait beaucoup de balivernes, mais des balivernes qui venaient beaucoup du Nord. Finalement, dans ma maîtrise de philo, je me rends compte qu'on m'a éduqué à des penseurs, des philosophes qui venaient tous de Germanie ou de oui. Hollande, oui, du Danemark, etc. Raconter la vie sous le soleil, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, Platon, la caverne, c'est aussi une histoire de lumière, d'image. Oui. L'être humain voit les ombres. Oui. Je crois la force du film, c'est bien qu'on puisse terminer, on n'a pas terminé encore, mais s'acheminer vers la fin sur ça, sur ce parti pris de Ozon, qui est, je crois, très très juste, de faire la part belle à la lumière, celle du soleil, évidemment, à la lumière, les corps, la surface des corps. C'est toute la période hellénique de Camus. Vous savez que Camus, étant étudiant, avait fait son mémoire d'études supérieures sur le platonisme chrétien.
Il s'était beaucoup été fasciné par Platon, par la philosophie grecque, etc. Et puis, bon, il s'en est guéri peu après. Mais je pense toujours, quand je pense à Camus, à la phrase que disait Nietzsche, et que probablement Ozon devrait aimer. Les Grecs étaient superficiels, mais par profondeur. En 1937, à Alger, Camus donne une conférence. Et j'aimerais que vous réagissiez sur cette prise de parole en particulier. J'ouvre les guillemets. Chaque fois qu'une doctrine a rencontré le bassin méditerranéen, dans le choc d'idées qui en est résulté, c'est toujours la Méditerranée qui est restée intacte. C'est le pays qui a vaincu la doctrine. Ah oui, tout à fait. Nous sommes, notre culture, notre foi, notre religion est méditerranéenne. Beaucoup de choses opposent le juif et le grec, mais ils ont en commun la Méditerranée. Alors le juif n'est pas un marin. Le grec, à l'occasion, c'est le phénicien qui est un marin. Le juif est un terrien, il a une sainte trouille de la mer, c'est le refuge des démons, tout ça, bon. Mais la Méditerranée, oui, l'harmonie, le bonheur de vivre, avec pas grand-chose finalement, quelques olives, un morceau de pain, un fromage de brebis, on peut être heureux en Méditerranée. Mathilde, est-ce que vous aimeriez avoir un dernier mot sur le film? Oui, ce que je trouve très drôle, c'est qu'on est forcé de... En tout cas, moi, je me sens forcée d'être rendu à accepter l'absurdité. Et c'est peut-être ce que voulait nous dire Camus. C'est que j'ai cherché une conclusion au film et au livre. Et je crois qu'on ne peut que continuer de réfléchir toute sa vie. Je crois que Camus lui-même n'a pas tranché. En fait, s'il veut s'adonner au divertissement pascalien et s'occuper pour ne pas penser à cette absence de sens, ou si au contraire il veut sentir toute la monotonie et l'accepter telle qu'elle, quitte à être apathique comme Meursault. Et c'est drôle qu'on soit constamment en recherche de clarté comme on le fait là, comme je l'ai fait après le film. Ça me fait penser, cette absurdité, ça me fait penser à Lynch, qui lui était très à l'aise avec le fait de ne pas pouvoir expliquer les choses, et surtout ses œuvres d'ailleurs. Donc, Camus, Lynch, ça peut être un peu un grand écart, mais ça me fait vraiment penser à ça, parce que Lynch, par exemple, il n'a jamais fini Twin Peaks, et ça ne le dérangeait absolument pas. Qu'il n'y ait pas de conclusion. Et il était même ennuyé quand les journalistes lui demandaient des explications, parce qu'il disait je ne sais pas pourquoi les gens attendent de l'art qu'il ait du sens, puisqu'ils acceptent bien que la vie n'en est pas. Et en fait, je ne suis pas sûre qu'on ait accepté, c'est pour ça qu'on continue de se parler, je crois. Et il disait encore dès que vous avez terminé un film, les gens veulent que vous en parliez, mais c'est le film qui parle justement. Voilà. Moi, je pense que c'est notre cœur et notre cerveau qui vont continuer de dialoguer encore longtemps au contact de Camus. Et voilà, il faut accepter le pas de pourquoi, le pas de réponse. Dominique Sanin, Mathilde Carvalho, est-ce que vous êtes prête et prêt pour le petit questionnaire rituel? Oui. Alors, vous allez faire les duellistes, hein. Vous allez répondre à chacun après l'autre. Où étiez-vous lors du passage à l'an 2000, le 31 décembre 1999 à 23h59? J'ai été obligé de consulter mon agenda parce que je ne me souvenais pas. J'ai vu que j'étais à Bordeaux chez une famille d'anciens élèves. Mais le 13 septembre, le jour où les tours se sont effondrées, je sais où j'étais. Parce que le millénaire, c'est un non-événement. Mais l'effondrement des Twin Towers, c'est un événement. J'étais dans l'antichambre de ma radiologue. Moi, ça va être très court. J'avais 3 ans, donc je pense que j'étais dans mon lit, en train de dormir, chez moi. Quel est le livre que vous avez le plus offert? Ah, un livre de sorcellerie. J'ai offert très peu de livres. C'est La possession de Loudun par Michel de Certeau. Cette histoire de sorcellerie, de ce cas de possession sous Louis XIII, dans la France de Louis XIII et de Richelieu. Moi, j'essaie de pas trop offrir de livres parce que je veux pas contraindre. Mais par contre, j'ai beaucoup recommandé La Nuit des Temps de René Barjavel parce que c'est un de mes livres préférés. Donc, voilà. Si vous pouviez ressusciter une personnalité
historique pour un dîner en tête-à-tête. Qui serait-ce? Jésus de Nazareth, évidemment. J'aurais des comptes à lui demander. Alors moi, c'est moins profond. J'ai pensé à plusieurs personnes, mais j'ai pensé d'abord à Nora Ephron. C'est peut-être parce que j'ai besoin d'être réconfortée en ce moment, mais c'était une scénariste, une journaliste, une romancière, réalisatrice, productrice, celle qui a écrit Quand Harry rencontre Sally et Nuit blanche à Seattle. Et c'est mon adolescence, c'est le réconfort et aussi cette capacité à jongler. Enfin voilà, c'est une femme que j'admire et j'aurais plein de questions à lui poser pour écrire de belles histoires. Imaginons que vous soyez en capacité demain matin de tout prendre avec vous et de vous télétransporter dans une autre ville que Paris. Vous iriez où? Ou à Lyon, ou à San Francisco, où j'ai vécu. Et moi, à Londres, mais je ne sais pas pourquoi. Il faudrait aller voir du côté d'une vie antérieure ou du côté des films avec Hugh Grant, mais ça m'a toujours obsédée. J'ai même essayé d'y aller. J'ai pas encore réussi, mais je sais pas. Je me sens attirée par Londres. Est-ce que vous avez déjà pensé à la musique que vous voulez que vos proches entendent lors de vos funérailles? Ils mettront ce qu'ils voudront. Moi, j'aimerais le Magnificat de Bach. C'est un protestant. Moi, j'ai dû y réfléchir pour la question. Ça changera probablement, et puis je serai pas là pour demander des comptes, mais j'ai pensé à You're Gonna Live Forever in Me de John Mayer, ce qui veut dire Tu vivras toujours en moi. Donc je trouve ça beau. Et c'est joli comme chanson. Et quelle est la dernière fois que vous êtes passé devant la maternité où vous avez vu le monde? Jamais. Le jour? Jamais. Mais comment est-ce possible, statistiquement? Bordeaux est grand. Je n'ai passé à Bordeaux que ma jeunesse. J'en suis parti à 17 ans et j'y ai repassé 10 ans ensuite, mais j'avais autre chose à faire. Et moi, je passe devant très souvent. Je viens d'une ville qui est plus petite. La maternité, c'est aussi l'hôpital de la ville. Donc j'y suis allée pour des maladies, des naissances, des décès, tout. Donc j'y suis retournée souvent. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée en bagonaudant, puis tout d'un coup vous tombez face à une sculpture, une peinture, une photo, et vous dites mais c'est moi que je vois? Joker. Je suis pas sûre. J'ai pu m'identifier à certaines émotions ou démarches. Par contre, il y a des touristes qui se sont pris en selfie avec moi au Louvre. Et voilà, je sais pas où est cette photo aujourd'hui. Au Japon, je crois. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un et vous décidez d'enterrer l'âge de guerre. Quel est le DVD que vous envoyez par la poste pour bien faire comprendre votre retour d'affection? Little Big Man, d'Arthur Penn. Ça dépend de la mime. Moi, je dirais Thelma et Louise ou Priscilla, folle du désert. Dernière question, est-ce que vous avez un toc, un gris-gris, un rituel par lequel vous êtes obligé de passer avant de prendre la grande décision? Joker. Eh oui. C'est trop difficile. Moi, j'en ai pas. J'écris. Et pourtant, j'ai une petite carte avec Sainte Rita, sainte patronne des causes désespérées. Mais je pense jamais à lui demander de l'aide. Donc, j'écris, je suis avec moi-même. Dans le film de François Ozon, qui sort donc la semaine prochaine, et donc dans le livre, on propose à Meursault d'aller travailler à Paris. Oui. Et il refuse. Et il ajoute... C'est sale, il y a des pigeons partout. Et les gens ont la peau blanche. Il a raison. Et il rajoute, changer de vie, je ne crois pas que ce soit possible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, humainement, Mathilde Carvalho et Dominique Salin? Est-ce que changer de vie, c'est possible? Moi, je connais des gens dont la vie a été changée. Par vous? Par la justice, par la prison, par la condamnation. Très dur. Je pense que c'est possible, mais c'est pas par une délocalisation géographique, c'est par une délocalisation intérieure. Il faut changer des choses en soi. Merci à tous les deux. Dominique Salin, je crois qu'il y a un ouvrage de vous qui va sortir bientôt, non? J'ai pas une Oui, la semaine prochaine. Donc, c'est de la cuisine ecclésiastique, c'est la spiritualité ignatienne, hier et aujourd'hui. Merci à tous les deux d'être venus au micro de Fréquence Protestante. Le film L'étranger de François Ozon sort la semaine prochaine. À bientôt. Merci. Tu dis que tu es toujours